Bienvenue pour cette conférence sur le master droit public de la faculté de droit à l'Université catholique de Lille. Je suis Lucie, chargée de communication à la faculté de droit, et je suis également avec Madame Paulé Panoussis, responsable de cette formation. Delphine, je te donne la parole. Merci Lucie, bonsoir à tous. Écoutez, bienvenue à cette conférence. Je vais vous expliquer comment les choses vont se dérouler. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer quels sont finalement les débouchés possibles quand on fait le choix d'un master de droit public. Parce que pour vous, c'est déjà un premier choix, savoir si vous allez faire du droit des affaires, du droit public, du droit privé. Bon, c'est un premier choix qui n'est pas forcément toujours facile à faire. Donc, les débouchés peuvent vous y aider. Donc, voilà. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler des débouchés. Ensuite, je vous parlerai du master. J'essaierai de vous montrer les éléments différenciants du master que je dirige à la Cato. Qu'est-ce qui fait vraiment que ces spécificités par rapport à d'autres masters de droit public, puisque des masters de droit public, il y en a dans toutes les facultés de droit. Donc, j'essaierai de vous montrer en quoi celui que je dirige est un petit peu spécial. Et puis, il y aura un troisième temps où je laisserai la parole à des anciennes du master qui m'ont fait le plaisir de se joindre à moi ce soir. Donc, vous avez Clémence Six qui apparaît à l'écran, Justine Host qui est en train de régler sa caméra, et normalement, bonjour. Et nous devrions être rejointes également par une troisième ancienne qui est Désirée Rose Gabin. Alors, je les laisserai se présenter, je laisse le suspense sur leur profession, de manière à leur laisser finalement la primeur et vous expliquer ce qu'elles font aujourd'hui et voilà, ce qu'elles ont fait à l'issue du master PJA qu'elles ont toutes suivi. Alors, on peut commencer tout de suite. Alors, si Lucie veut bien projeter le document. Est-ce que ça va être possible? Parfait. Hop. Nickel. Donc, on peut tout de suite aller à la page en mode plein écran. Merci, Lucie. Tu peux passer tout de suite, voilà, à cette première slide. Alors, premier point. Alors, je m'excuse d'avance pour les étudiants issus de chez nous qui auraient déjà assisté à cette présentation dans le cadre de la Master D, du Master D. Je vais redire certainement des choses que j'ai déjà dites, mais c'est important que je les dise pour ceux qui n'étaient pas présents, et notamment pour les étudiants issus d'autres facultés. Mais naturellement, vous avez peut-être d'autres questions qui se poseront, et donc, c'est peut-être aussi pour ça que vous avez fait le choix de suivre à nouveau cette conférence. Alors, premier point important, faire le choix de se spécialiser en droit public, opter pour un master de droit public, vous destine-t-il nécessairement à travailler au sein de la fonction publique? Alors, la réponse est négative. Vous pouvez vous spécialiser en droit public et travailler malgré tout dans une entreprise privée. C'est le cas, il y a beaucoup de juristes de droit public dans, par exemple, des entreprises de bâtiments, les entreprises de construction comme Bouygues, comme Eiffage, etc. Il y a souvent, évidemment, des juristes de droit public. Pourquoi? Parce qu'il faut candidater à des marchés publics ou à des délégations de services publics. Il faut ensuite en suivre l'exécution. Il faut connaître les règles d'urbanisme. Donc, on voit bien, on a besoin de juristes de droit public dans les entreprises, voilà, notamment dans le secteur du bâtiment. Mais pas simplement. J'ai des anciennes étudiantes qui travaillent toutes les deux en tant que juristes de droit public chez Vinci également, qui fait de la construction, mais également de l'aménagement pour les autoroutes, vous allez me dire, pour les parcs
parkings, pas simplement les bâtiments. Il y a aussi des juristes de droit public dans des sociétés anciennement publiques. Il y a par exemple chez RTE, c'est-à-dire ce qui est devenu EDF, bon, il y a souvent justement des juristes de droit public. Donc, on a quand même de très, très grandes entreprises qui ont besoin de juristes de droit public avec des compétences notamment dans le domaine de la commande publique et dans le domaine de l'urbanisme, entre autres, mais également certainement aussi du contentieux pur. Donc ça, vous verrez, je pense que Clémence pourra nous parler de son activité. Et vous verrez que justement, elle est dans cette configuration. Alors, vous pouvez travailler dans des entreprises, vous pouvez également être profession libérale, puisque vous pouvez faire le choix de présenter le CRFPA et de devenir avocat spécialisé en droit public. Donc là, pour le coup, c'est encore une fois travailler, manipuler le droit public sans pour autant être fonctionnaire. Donc, vous êtes profession libérale, vous gérez votre cabinet. Alors, vous pouvez travailler dans un plus ou moins grand cabinet, être collaborateur, devenir associé. Enfin, il y a également de multiples façons d'être avocat en droit public. En tout cas, il y a vraiment des besoins. Il y a de plus en plus de cabinets qui se spécialisent en droit public. Donc ça, c'est également un vrai débouché. Donc vous le voyez, à la première question, se spécialiser en droit public implique-t-il forcément de travailler dans la fonction publique? La réponse est négative. Alors, pour autant, vous pouvez, et c'est quand même souvent la majorité des étudiants optent pour cette alternative, ils décident de travailler dans la fonction publique. Est-ce que travailler dans la fonction publique implique forcément de réussir un concours? Là encore, pas forcément. Dans la fonction publique, vous savez qu'il existe 3 fonctions publiques, la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Dans ces 3 fonctions publiques, des concours sont organisés pour devenir fonctionnaire, personnel statutaire. Donc, au vu de votre bagage d'études, vous allez avoir un Master 2. Naturellement, vous pouvez vous diriger vers des concours de catégorie A, voire éventuellement A+. J'expliquerai ensuite la différence dans le point suivant. Mais vous pouvez intégrer la fonction publique en étant agent contractuel, c'est-à-dire que de plus en plus, les personnes publiques, les employeurs publics recrutent finalement des agents de la même façon qu'en droit privé, c'est-à-dire qu'ils vont recruter des agents sur la base de CDD, voire, c'est nouveau, de CDI. Alors c'est le cas, enfin, moi je connais aussi pas mal d'anciens du master qui ont, à l'issue du master, été employés en tant que juriste contractuel. Là, encore une fois, j'ai une offre, rien que cet après-midi, il y a une offre d'emploi qui m'est parvenue de la part du département du Nord, puisque le service juridique cherche quelqu'un, un juriste en droit public, pour un CDD renouvelable et pourquoi pas CDIsable, ou, c'est ce que font beaucoup de contractuels, ils postulent ensuite au concours, mais dans ce cas-là, ils peuvent se présenter au concours à l'interne, c'est-à-dire que, ça vous en êtes certainement rendu compte, quand on passe un concours, il y a le concours externe que présentent les étudiants, et puis il y a le concours interne qui est un concours professionnel. Et quand vous êtes contractuel dans l'administration pendant un certain temps, eh bien, ça vous donne la possibilité finalement de vous présenter au concours interne, qui est souvent un petit peu plus facile, c'est en tout cas ce qu'on dit, parce qu'il y a moins de monde qui se présente, et puis les épreuves sont adaptées et tiennent compte aussi de l'expérience, donc c'est aussi une possibilité. Donc ça, vous devez l'avoir en tête. Faire le choix de travailler dans la fonction publique n'implique pas forcément de réussir un concours. Vous pouvez travailler au sein de la fonction publique sur des postes d'agents contractuels, voire ça peut être une première étape pour ensuite passer le concours.
Ceux qui ont assisté à la Master Day que j'avais organisée pour les étudiants d'ici les Moulineaux ont pu rencontrer une ancienne étudiante du master qui a été pendant un temps justement agent contractuel au département et qui, 2 ans après, a réussi le concours d'attaché territorial et elle est devenue fonctionnaire territorial. Donc ça, c'est vraiment possible et je veux dire, c'est assez fluide, le côté contractuel concours. Voilà, il y a des passerelles possibles entre ces 2 statuts. Troisième question. Si vous faites le choix de faire du droit public, que vous voulez passer, que vous voulez travailler dans la fonction publique et que vous voulez passer des concours. Alors ouais, on a procédé par entonnoir. Quels sont les différents concours qui s'offrent à vous? Ben là, j'allais dire, il y a pléthore de concours possibles. Il y a vraiment énormément de concours qui peuvent être accessibles pour des juristes et en particulier des juristes de droit public. Alors, pourquoi des juristes de droit public? Parce que dans ces concours, eh bien, il y a une épreuve, il y a d'autres épreuves, mais l'une des épreuves est une épreuve de droit public. Donc, ça, évidemment, qui nécessite une bonne maîtrise de la matière. Et puis, il y a un certain nombre d'autres épreuves, notamment de la culture G, etc., que je vous expliquerai après, auxquelles le master prépare. Alors, en tout cas, parmi les concours que vous pouvez envisager, on peut distinguer les concours dits généralistes des concours spécialisés. Les concours généralistes, ce sont ceux qui vont vous destiner non pas à un métier en particulier, mais plutôt vous allez être titulaire d'un grade qui va vous permettre d'exercer une multitude de fonctions. Alors, au niveau des concours généralistes, il y a des concours de catégorie A+, donc c'est un niveau, c'est cadre supérieur, ou concours de catégorie A, c'est des concours de cadre. Donc, concours A+, le concours A+, généraliste au niveau de l'État, de la fonction publique d'État, c'est le concours de l'INSP, qui remplace le concours de l'ENA. Lorsque vous réussissez ce concours, vous devenez administrateur de l'État. Et administrateur de l'État, vous voyez, c'est bien vague, mais ça vous permet d'exercer en réalité diverses fonctions. Vous pouvez être chef ou sous-chef d'un service dans un ministère. Vous pouvez devenir, alors avant il y avait des corps spécifiques, mais ces corps ont été supprimés, mais à terme, vous pourriez devenir sous-préfet. Vous pouvez travailler au Conseil d'État, puisque c'est le concours de l'INSP qui va vous donner la possibilité de devenir auditeur. Bon, alors, il y a eu, je vous invite, si c'est le concours qui vous intéresse, qui est un concours quand même très exigeant, à vous renseigner, parce qu'il y a eu une réforme du concours de l'ENA il y a peu, et donc il y a un certain nombre de changements qui ont été réalisés. Bon, en tout cas, voilà, c'est le concours généraliste, donc le plus haut, on va dire, pour la fonction publique d'État. Il y a l'équivalent de ce concours pour la fonction publique territoriale. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est le concours de l'INET. Si vous réussissez ce concours, vous devenez administrateur territorial. Et là, ça veut dire que votre employeur, ça va être une collectivité territoriale. Ça peut être une grosse commune, un département, une région. Et là, pareil, vous allez exercer, finalement, si vous êtes dans une commune, peut-être que vous serez directeur général des services. Si vous êtes dans un département, vous allez peut-être pas être tout de suite directeur général des services, mais vous allez être chef d'un service, je ne sais pas, chef de la communication ou si c'est au département, chef de l'action sociale. Enfin, voilà, en gros, vous allez exercer des fonctions diverses, en fait. Et ces fonctions, évidemment, elles ne sont pas définitives. Si vous voulez faire progresser votre carrière, et c'est le cas d'ailleurs pour tous les fonctionnaires, il faut changer régulièrement de fonction. Contrairement à l'image qu'on peut avoir des fonctionnaires qui ne bougent pas et toute leur vie font le même job au même endroit, c'est faux. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment une progression de carrière, il faut bouger régulièrement, aller chercher de nouveaux postes. Et donc, c'est quand même intéressant parce que la fonction publique offre une mobilité que n'offre peut-être pas le secteur privé, ou en tout cas pas sans risque. Là, entre guillemets, elle est une limite prévue et on incite à la mobilité.
Donc, voilà pour les concours généralistes de catégorie A+, donc ceux les plus élevés. Les concours généralistes de catégorie A, qui sont généralement ceux qui sont tentés par les étudiants à la sortie directe du master et qu'ils réussissent de façon… je ne dis pas que c'est facile, loin de là, mais ils réussissent régulièrement ces concours. Oui, c'est vraiment, on a un très bon taux de réussite à ces concours de catégorie A. Vous avez pour la fonction publique de l'État, c'est le concours des IRA. Donc, c'est les instituts régionaux d'administration où là, vous devenez attaché d'administration de l'État. Et là, vous pouvez exercer des postes divers. Vous pouvez travailler soit dans les ministères, Justine vous expliquera ce qu'elle fait. Donc, on peut travailler en ministère, c'est-à-dire en administration centrale. On peut travailler en administration de l'État déconcentré dans une préfecture ou dans une direction départementale, de l'équipement, de l'économie, enfin, il y a plein de directions. On peut travailler également dans le domaine de l'éducation nationale, devenir chef, ce qu'on appelle gestionnaire d'établissement. Vous pouvez travailler au rectorat d'académie. Enfin, voilà, il y a plein de postes divers. Et là encore, l'idée, c'est évidemment d'exercer si possible, enfin, de commencer par un premier poste, et là maintenant on a pas mal de recul, d'anciens qui ont réussi les IRA qui enchaînent un deuxième voire un troisième poste. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est facilité dans la fonction publique d'État. L'équivalent de ce concours, les IRA, pour la fonction publique territoriale, c'est le concours d'attaché territorial. Donc là, pareil, vous êtes attaché territorial et vous allez grâce à ce grade, exercer des emplois divers, que ce soit au sein d'une commune, que ce soit au sein d'un département ou encore d'une région. Vous avez l'équivalent de ce concours pour la fonction publique hospitalière, c'est le concours d'attaché d'administration hospitalière. Là encore, vous pouvez travailler dans des gros hôpitaux publics et être, par exemple, chef d'un service, chef, je ne sais pas, ou responsable RH, ou responsable des achats publics dans un hôpital. Enfin, voilà, vous avez un certain nombre de possibilités. Et là encore, hein, ce n'est pas, c'est pas fermé. Il y a des possibilités d'évolution et elles sont souhaitées. Donc ça, c'est pour les concours dits généralistes. Après, vous avez ce que j'ai appelé les concours spécialisés, dans le sens où vous visez quand même un ministère précis et on va dire un métier un peu plus précisément. Donc, ces concours spécialisés, il y en a… Alors, attendez une seconde. Je me permets une seconde. Je suis chez moi, vous en doutez, et j'entends que quelqu'un n'a pas pris ses clés. Donc, j'y vais. Je reviens de suite. J'arrive. Me revoici. Excusez cette interruption, cet entracte. Les aléas du direct. Bon, bref, donc en gros, les concours spécialisés sont, on va dire, ils ciblent un ministère précis et vous ciblez généralement une profession plus précise que les concours généralistes. Alors, il y en a dans plein de domaines, évidemment. Hein. Normalement, si vous regardez les sites des ministères, chaque ministère propose des concours. Hein, donc, vous pouvez aussi les trouver comme cela. Mais je vais vous présenter peut-être les plus connus et ceux qui sont des débouchés, peut-être qui constituent des débouchés les plus naturels pour vous. Vous avez des concours dans le domaine de la sécurité, notamment, qu'elle soit civile ou militaire. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui présentent le concours d'officier de police ou le concours d'officier de gendarmerie. Et là, nous aurons Désiré, qui a justement réussi ce concours, qui pourra nous en parler. Vous avez également le concours de commissaire de police, toujours dans le domaine de la sécurité. Alors, je l'ai mis là-dedans, hein, c'est en gros civil, militaire. Vous avez le concours de commissaire des armées,
qui est aussi un concours que tentent régulièrement et réussissent les anciens du master. L'année dernière, il y a 2 personnes du master, 2 anciens qui ont réussi le concours de commissaire des armées. Donc, alors, vous êtes gestionnaire des armées, c'est vous qui gérez l'approvisionnement des forces armées dans une. Donc, vous pratiquez le droit public quotidiennement. Ensuite, vous avez des concours dans le domaine, je ne suis pas exhaustive et je m'en excuse, des concours dans le domaine sanitaire et social, le concours de directeur d'hôpital, qui est un concours de catégorie A+. Vous avez le concours de directeur d'établissement sanitaire et social, catégorie A. Donc, ce concours, c'est par exemple pour être directeur d'un EHPAD ou d'un hôpital plus petit. Enfin, voilà, ça dépend d'un centre de rééducation, en gros, un établissement à caractère sanitaire et social. Vous avez également dans ce secteur-là le concours de l'EN3S, qui est un concours aussi de catégorie A+. C'est le concours qui va permettre de recruter les cadres des caisses de sécurité sociale, des caisses de retraite dont on parle ici, ou en gros, également alors, il y a la Sécu, il y a les retraites. En gros, tout ce qui est prestations sociales de l'État. Et alors, franchement, c'est un concours qui peut être extrêmement intéressant et vous vous retrouvez directeur à gérer énormément de personnes avec des postes aussi très, très riches et intéressants. Donc, c'est aussi un concours que vous ne devez pas négliger et que, notamment, on a un ancien qui l'a réussi et qui en fait une bonne publicité. Vous avez également des concours dans le domaine des finances qui sont rattachés au ministère de l'économie et des finances, le concours d'inspecteur des finances publiques. Alors là aussi, régulièrement, on a des étudiants qui présentent ce concours et qui l'ont. Vous avez le concours d'inspecteur des douanes. Alors, je l'ai rattaché là parce que, en fait, l'inspection des douanes est rattachée au ministère des Finances, de l'économie et des finances. Vous avez le concours d'inspecteur de la répression des fraudes également. Voilà, donc vous avez quand même beaucoup de concours également dans ce secteur. Vous avez également, ça sera mon dernier exemple, des concours dans le domaine de la justice. Alors, si vous êtes des puristes, vous avez évidemment le concours de magistrat administratif qui peut intéresser certains d'entre vous. Il y a le concours de magistrat judiciaire, mais là, j'allais vous dire, même si vous êtes devenu fonctionnaire, je pense que le droit privé est quand même beaucoup plus adapté, puisque même s'il y a une épreuve de droit administratif, il y a quand même beaucoup plus de droit privé. Donc, si vous voulez être magistrat judiciaire, je pense qu'il est quand même plus judicieux de partir vers un master de droit privé. Quoique, il y a plein d'étudiants de Sciences Po qui réussissent la magistrature judiciaire aussi, donc ça peut certainement même se discuter. Et puis, vous avez par exemple le concours de directeur d'établissement de la PJJ, donc directeur d'établissement de la protection de la jeunesse. Ça aussi, c'est un concours intéressant. Vous avez également le concours de directeur d'établissement pénitentiaire. Enfin, voilà, donc vous avez énormément de concours auxquels vous pouvez vous présenter. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est le fait que faire le choix du droit public, c'est certainement pas vous fermer des portes. Vous avez peut-être ce sentiment-là parce que souvent, les publicistes, vous êtes moins nombreux numériquement dans un amphi que les étudiants privatistes. Mais faire le choix du droit public ne va pas vous fermer des portes, bien au contraire, vous le voyez, il y a vraiment énormément de débouchés dans la fonction publique, dans le secteur privé, avocat, vous pouvez, ensuite, il y a énormément de passerelles, je vous ai dit, contractuelles, vous pouvez devenir statutaire, il y a des passerelles entre les fonctions publiques. Donc, quand vous passez un concours généraliste, vous pouvez, je vous ai dit, et c'est important d'évoluer, de changer régulièrement de poste pour progresser et faire avancer sa carrière et donc son avancement et donc sa rémunération. Ça, c'est quelque chose qui est important. Mais
au-delà même de, on va dire, de ces parcours naturels, vous avez également des passerelles entre fonction publique et entre grands ministères. Il n'est pas rare, là par exemple, j'ai l'exemple d'une copine qui avait passé l'INET, qui avait donc des postes, un poste à responsabilité au sein du département du Nord, chef d'un grand service au département du Nord, qui vient de demander son détachement et qui va devenir magistrat administratif. Donc, c'est parfaitement possible. J'ai aussi l'exemple d'un commissaire de police qui a été détaché pendant quelques années et qui est devenu magistrat administratif. Donc, ça ne lui a pas plu totalement. Je pense qu'il n'y avait pas assez ça ne bougeait pas assez pour lui. Il a rebasculé ensuite dans son corps, parce que ça, c'est quand même le grand luxe de la fonction publique, de la haute fonction publique. C'est-à-dire, si vous pouvez demander un détachement et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez réintégrer votre corps d'origine. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez sécurisant. Donc voilà pour ces exemples-là. Et il y en a d'autres, des commissaires. J'ai encore l'exemple d'un commissaire des armées qui ensuite est devenu magistrat administratif. Vous avez également des exemples dans l'autre sens, des magistrats administratifs qui basculent dans l'administration active. Enfin voilà, tout est. Enfin, il y a quand même pas mal de passerelles qui sont envisageables. Alors, pour faire, je parle beaucoup, donc avant de présenter le master, j'aimerais plutôt, on va inverser, j'aimerais donner la parole aux anciennes qui sont avec moi pour qu'elles se présentent et que vous voyez finalement concrètement quel a été leur parcours et à quoi le droit public et en particulier le master qu'elles ont suivi au sein de la fac les a menés. Alors, je vais peut-être donner la parole dans un premier temps à Clémence Six, donc, qui est une ancienne. Je ne sais même plus quelle promo vous êtes, Clémence. Est-ce que vous vous souvenez? 2017-2018. Ah, peut-être, je ne me souviens plus. Alors peut-être vous allez, voilà, je vous donne la parole pour vous présenter et expliquer votre parcours aux étudiants. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, du coup, moi, j'ai fait le master 2 PJA en 2017-2018. J'ai passé le CRFPA en 2018 en spécialité administrative. Je suis entrée à l'école d'avocat dans la foulée, en 2019. Ensuite, à l'école d'avocat, vous avez les 6 mois à l'école, donc à l'ICSAD, l'école des avocats du Nord-Ouest. Vous avez les 6 mois à l'école. Après 6 mois, le stage hors cabinet, donc le stage PPI que j'ai fait à l'Adréal. Donc vraiment droit public pur, donc urbanisme, fonction publique, marché public. Et ensuite, j'ai fait mon stage final avocat en droit des étrangers et droit au logement opposable en région parisienne. J'ai eu le CAPA, donc le certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 2020, donc en septembre 2020, et j'ai décidé de ne pas prêter serment tout de suite parce que c'est vrai que c'est un gros avantage chez les avocats, c'est de ne pas avoir, enfin, le diplôme est à vie. Donc, on n'est pas obligé de prêter serment tout de suite dans l'immédiat. Donc, ça, c'est vraiment très appréciable. Donc, je suis entrée à l'Ordre des architectes d'Île-de-France en tant que juriste donc en octobre 2020. Donc, avec vraiment des domaines urbanisme, marché public, construction. Donc, vraiment porté droit public pur avec une partie marché privé, du coup, construction et immobilier. Et toute une partie qui me plaisait pas mal, c'était la partie déontologie, parce que c'est une profession réglementée, et donc vous avez tout un contentieux disciplinaire. Et je suis passée responsable juridique, responsable du service juridique un an plus tard, voilà, en janvier 2022. Et donc là, je suis du coup responsable du service juridique, composé du coup 4 personnes et voilà, où les missions, typiquement management qui n'a rien à voir avec le droit public, mais que l'on apprend sur le terrain. Et puis après, vraiment urbanisme, construction, marché public. Pas mal également de politique, parce que vous avez tout un volet politique également, comme c'est un ordre professionnel. Et ensuite, déontologie, contentieux disciplinaire et autres. Merci beaucoup, Clémence. Alors, je propose que toutes les trois vous présentiez et éventuellement qu'il y ait peut-être des questions ensuite sur vos parcours et puis on reviendra au master après. Alors, Justine.
Oui, Ah, j'oubliais juste, du coup, ça faisait écho à ce que vous disiez au début. L'Ordre des architectes, c'est un organisme de droit privé qui gère une mission de service public. D'où l'importance du droit public, même si c'est un organisme de droit privé qui est soumis aux règles du droit privé classique. tout à fait. Ne serait-ce pas la jurisprudence Bouguin de C'est ça. 1943? Je pense bien. Merci, merci Clémence. Allez-y, Justine, je vous en prie. Bonjour à tous, donc Justine Host. Pour évoquer brièvement mon parcours, donc j'ai fait la licence de droit européen à la Cato et durant ma L3, j'ai eu un vrai intérêt pour le secteur public et le droit public. Donc j'ai fait le master PJA, donc je suis la promotion 2020-2021 et donc pour préparer les concours de la fonction publique. Donc le master 1 était vraiment général et m'a permis vraiment d'avoir une connaissance du droit public. Et le master 2 m'a permis de préparer, de choisir les modules, pour préparer mon concours. Donc c'est celui des IRA et également en parallèle de mon master 2, donc au dernier semestre, j'étais également contractuelle à la préfecture du Nord. Donc j'étais en temps partiel et j'étais dans le service juridique. Donc je rédigeais, notamment des mémoires en défense, par exemple sur la responsabilité de l'État du fait des attroupements, notamment, qui m'a pris beaucoup de temps. Et donc toutes ces opportunités m'ont vraiment bien armée pour préparer les concours et donc plus spécifiquement celui des IRA, donc des instituts régionaux d'administration. Donc il y a, une épreuve écrite puis un oral. Donc je l'ai passé 2 fois. Donc un en début de master, donc juste pour me préparer et donc j'avais déjà eu les écrits j'ai déjà eu les écrits et ensuite je l'ai passé en 6 mois plus tard. C'est un concours qu'on peut passer tous les 6 mois où là j'ai eu à la fois l'écrit et l'oral et donc ça m'a permis d'accéder à une formation pour devenir attaché d'administration de l'État. Donc c'est équivalent de cadre dans la fonction publique et on est en formation de 6 mois, donc vu que c'est un concours très général, donc on a une mise à niveau sur pas mal de sujets, donc tout ce qui est par exemple management, du pilotage, des finances, le juridique, on refait toutes les bases et ensuite on peut choisir en fonction de notre classement, divers univers. Donc comme l'a dit madame Panoussis, donc à la fois soit en centrale, donc dans des ministères, donc surtout à Paris, en déconcentré donc dans les régions, donc par exemple à la préfecture ou à l'éducation nationale. Donc pour ma part, j'ai choisi, d'aller à Paris, donc je suis au ministère des Armées et actuellement je suis, chargée d'études juridiques en droit international, au ministère des Armées, donc ça fait maintenant 1 an que je suis en poste et donc je participe notamment à la rédaction, d'instruments juridiques contraignants, donc dans le domaine de la défense et beaucoup de rédaction d'avis. Donc voilà, c'est tout pour moi, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions par la suite. Merci, Justine. Désiré, à vous de vous présenter. Alors, vous n'êtes pas totalement une publiciste, hein. Vous allez Pas tout à fait. expliquer votre parcours. Je vous Est-ce en que prie. vous m'entendez déjà pour commencer? Oui, Je super. vous en Bon, bah, du coup, moi, je m'appelle Désirée et effectivement, j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai commencé mes études de droit à Paris en Sorbonne et j'ai fini mon parcours en rejoignant le master 2 PJA en 2018. Voilà, donc c'est vrai que c'est un master qui m'a apporté beaucoup de choses, surtout au niveau de la préparation pratique des concours. Et ce sont des matières et comment dirais-je, des ateliers de préparation au concours de la fonction publique que, a priori, vous ne retrouverez pas dans d'autres masters. En tout cas, en Sorbonne, ça n'existe pas. Donc moi, je trouve que c'était vraiment une plus-value à ce master-là parce que vous rencontrez des gens qui sont déjà en poste, vous participez à des oraux, enfin bref, donc vous êtes vraiment bien préparés. Moi, mon métier, c'est donc officier de gendarmerie. Et actuellement, je suis adjointe dans une division, donc c'est la division atteinte aux personnes de la section de recherche de Lille. Donc c'est vraiment une unité d'enquête de police judiciaire. Mais j'appartiens donc au corps de la gendarmerie nationale. Donc j'ai le grade de lieutenant et j'ai rejoint donc l'école des officiers de la gendarmerie nationale en 2020. C'est une école qui dure 2 ans. Et donc, vous présentez le concours, il faut que vous soyez donc à Bac+5 et vous avez pas mal de matières, donc les épreuves d'admissibilité que sont la culture générale, une matière à option, donc droit pénal, droit public. Moi, j'avais quand même conservé ma matière de droit pénal parce que j'ai fait des études de droit pénal avant de rejoindre le master de PJA, mais vous avez évidemment du droit public, des finances publiques, de l'histoire géo si vous souhaitez.
Et vous avez aussi une matière de synthèse qui est importante. Et après, vous passez sur une phase d'admission avec de nouveau de la culture générale, mais à l'oral cette fois-ci. Donc voilà, ça c'est un sacré challenge, mais c'est tout à fait faisable. Que vous dire d'autre sur mon métier au quotidien? Moi déjà, j'ai choisi ce métier-là en gendarmerie parce que je voulais un métier qui soit vraiment humain, qui soit proche des gens, au profit de la population surtout, et un métier qui ait du sens. Donc ça, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai choisi de rejoindre la gendarmerie nationale. Et c'est aussi, comment dirais-je, une institution qui vous permet d'avoir plusieurs métiers en une vie, quoi. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est peut-être aussi la différence avec la police nationale, c'est que la gendarmerie vraiment s'adapte à vos aspirations, essaye de capter vos talents et vous permet en fait de vivre une pluralité de vie professionnelle au sein d'une même carrière, quoi. Donc là, typiquement, je commence jeune lieutenante en section de recherche parce que moi, ce qui me passionne, c'est l'enquête, c'est le judiciaire. Mais après, je pourrais partir en outre-mer, faire vraiment de l'opérationnel pur au sein de brigade, avoir des postes plus importants, je ne sais pas, de réflexion, de réflexion sur la politique même publique de la sécurité au sein de la direction générale de la gendarmerie nationale. Il y a plein de choses. Il y a aussi la sécurité routière, le maintien de l'ordre. Donc, il y a vraiment une pluralité de possibilités qui s'offrent à vous quand vous rejoignez la gendarmerie. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les concours, sur les différents métiers, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup, Désirée. Alors, effectivement, à la différence de Clémence et Justine, vous nous aviez rejoint en Master 2. Oui. Là où Clémence et Justine, je pense que vous avez fait… alors, Clémence, vous êtes partie faire votre Master 1, hein, c'est ça. Vous avez fait votre licence, vous êtes partie en Master 1, vous êtes revenue en Master 2. Et finalement, Justine, vous avez fait tout votre cursus à la Cato, licence, et puis ensuite Master 1, Master 2. Alors, Désirée, vous, en plus, au-delà de venir d'une fac parisienne, ce qui est intéressant, c'est que vous avez au départ un parcours privatiste, en tout cas pénaliste, et tout à fait. Vous avez fait ce choix en M2 de nous rejoindre, ce qui a été, je pense, un bon choix, vous l'avez dit vous-même, votre cas n'est pas le seul. Alors, j'allais dire que maintenant, avec la sélection qui se fait dès le Master 1, ça va devenir plus atypique des cas comme vous, puisque là, on était encore à une période où on pouvait finalement éventuellement faire un Master 1 privé et puis pourquoi pas faire un Master 1 public. Et vous n'avez pas été la seule, il y en a d'autres avant. Enfin, je ne sais pas si c'est de votre promo, je pense à Victor Mbappé qui est devenu commissaire de police, qui lui avait fait un M1 privé et qui avait fait le M2 PJA pour avoir la double casquette. Alors, c'est moins possible aujourd'hui, ce qui fait que, en gros, ceux qui veulent se destiner à des carrières dans la police ou dans la gendarmerie, ils ont clairement un choix à faire. Soit ils partent dans le droit privé, soit dans le droit public. Et ce qu'il faut qu'ils retiennent, c'est que s'ils font le choix du droit public, ça peut très bien marcher. C'est-à-dire que s'ils font le choix du droit public, ils devront bachoter le pénal. et là où l'inverse, c'est peut-être plus compliqué de faire le choix du, entre guillemets, inverse, où il faut bachoter le droit public, la culture G, etc. Enfin, voilà, en tout cas, après, c'est une question de goût, hein, évidemment, et d'aspiration personnelle. Je vais loin de moi l'idée de dire qu'on peut évidemment pas travailler dans la police en venant d'un master privé. C'est évidemment pas le cas. Et si les étudiants préfèrent le droit privé et se sentent plus à l'aise, c'est aussi un débouché, c'est évident. Mais en tout cas, il ne faut pas se dire je suis publiciste, mon Dieu, je ne pourrais pas travailler dans la police ou la gendarmerie. Là, ça serait un contresens total. Et vous en êtes la preuve vivante. Et j'ai beaucoup d'autres exemples d'étudiants qui ont réussi, notamment les concours de la police, que ce soit officier ou commissaire, en sortant de PJA. Donc vraiment, la police ou la gendarmerie est un des débouchés possibles à un master de droit public, surtout orienté sur la préparation des concours, comme je vais l'indiquer. Alors, je vous propose peut-être très rapidement de présenter le master et ensuite, il y aura une session de questions, que ce soit à moi-même ou aux anciennes du master.
si j'ose les appeler comme ça, avec qui vous pourrez échanger, j'espère, et poser des questions. Alors, qu'est-ce qui fait que le master, est-ce que tu peux changer la diapo, s'il te plaît, Lucie? Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qui fait la spécificité du master droit public que je dirige à la Cato, master 1, master 2? En master 1, alors déjà, la spécificité, c'est l'effectif restreint. C'est-à-dire qu'on est en master 1 et 2 à un effectif maximum de 30 personnes. C'est vraiment le 30, c'est le maximum. Pendant des années, on a été plutôt autour d'une vingtaine de personnes. Maintenant, avec la réforme qui nous oblige vraiment à sélectionner, c'est ce que vous avez dû constater dans les autres masters, qui nous oblige à vraiment sélectionner en M1 pour qu'il y ait moins de départ, pour qu'on soit aussi à un nombre de 30 en M2, on recrute un petit peu plus. Moi, j'essaye de recruter vraiment 30 personnes, mais c'est le maximum, c'est le maximum, puisque je trouve qu'au vu du master et de l'accompagnement qu'il souhaite offrir dans votre projet professionnel, au-delà, ça serait compliqué de pouvoir faire les choses telles que je les ai prévues. Donc, 30 personnes. En master 1, l'idée, c'est de faire de vous des bons juristes de droit public, polyvalents. Donc, en gros, je ne reprends pas les matières, mais il faut que, en tant que juriste de droit public, vous fassiez forcément un peu de finance, un peu d'urbanisme, que vous maîtrisiez le droit de la fonction publique, le droit des collectivités territoriales, évidemment le droit des services publics, le droit des marchés publics. Enfin, l'idée, c'est de vous donner les armes, les fondamentaux du droit public pour que vous soyez des juristes vraiment complets, des juristes de droit public complets. Ensuite, vous avez des options qui vous permettent éventuellement de vous diriger vers un secteur plus précis du droit public. Ce qui fait la spécificité du master, c'est surtout ce module que vous voyez affiché d'exploitation des savoirs. L'idée, c'est de commencer à vous faire travailler de façon professionnalisante. Bien souvent, en master 1, vous restez des étudiants, beaucoup de facs, vous êtes encore très nombreux en master 1 et donc vous restez finalement sur des modes des modes de travail qui sont assez proches de ceux en licence, c'est-à-dire que c'est des TD, vous faites des fiches d'arrêt, etc. Là, l'objectif, c'est dès le master 1 de professionnaliser les choses. Alors certes, vous avez encore un TD classique, on va dire, mais vous avez, finalement, il n'y en a plus qu'un seul, et le deuxième TD, il est remplacé par plein d'autres choses. Vous avez un module, notamment ce que j'appelle la clinique du droit, des mises en situation pratiques. Vous allez avoir, et c'est au second semestre, un séminaire de procès simulé qui est animé par des magistrats du tribunal administratif de Lille, où vous êtes amené dans des affaires réelles à jouer le rôle, finalement, des différents acteurs du procès administratif. Requérant, défendeur, rapporteur public et formation de jugement. Donc ça, c'est extrêmement formateur parce que ça permet évidemment de pratiquer concrètement le contentieux administratif. Vous avez également au premier semestre, toujours dans ce même séminaire, ce qu'on appelle la confrontation à la pratique du droit public. Vous travaillez par groupe et vous allez voir à travers un certain nombre de situations comment on applique le droit public. Alors, pour vous donner un exemple, il y a des étudiants qui avaient fait le choix de travailler sur l'organisation du Main Square Festival à Arras. Et donc, il faut trouver les bons organisateurs, les bons interlocuteurs, aller les renseigner, voir finalement quelles sont les règles qui se sont appliquées, parce que c'est de la domanialité publique. Est-ce qu'il a fallu une autorisation? Est-ce qu'il y a eu une convention? Est-ce qu'il y a eu une convention de sécurité? Quel est le droit qu'on a appliqué? Enfin, vous voyez, c'est prendre une situation concrète. Ça peut être aussi l'organisation de la braderie, ça peut être l'organisation d'un marché de Noël, ça peut être plein de choses, et voir finalement quelles règles s'appliquent et est-ce qu'elles sont bien appliquées et est-ce qu'elles le sont de façon optimale. Donc, c'est assez intéressant et c'est quand même une façon, encore une fois, très concrète de travailler la matière du droit public. Vous avez également un séminaire de recherche
soit fondamentale, soit appliquée. Donc, recherche fondamentale, c'est évidemment, on vous initie à la façon de savoir, notamment rédiger un mémoire, ce genre de choses. Et la recherche appliquée, en fait, on a une convention avec la préfecture du Nord et nos étudiants rédigent un bulletin de veille juridique à destination du service juridique de la préfecture du Nord. Donc, les étudiants sont amenés à rédiger des brèves, c'est-à-dire qu'ils vont prendre l'actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle et ils vont en faire des petits résumés thématiques qui vont être utilisés évidemment par le service juridique de la préfecture. Donc là, c'est encore une fois une façon professionnelle de pratiquer le droit public. Ce qui fait également la spécificité du Master 1, c'est un gros module de culture générale qui a d'ailleurs été renforcé depuis l'époque de Clémence, puisque dorénavant, la culture générale, il y a des conférences obligatoires dès le Master 1 et il y a également un entraînement à la composition et des corrections. En fait, l'enseignant qui dispense la culture générale le fait en Master 1 et en Master 2. Actuellement, c'est un commissaire de police qui le fait. Et donc, vraiment, l'idée, c'est, on vous dit toujours, la culture générale, oui, ça ne se travaille pas, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Bon. En fait, ce n'est pas vrai. La culture générale, ça se travaille comme autre chose. Il vous apprend comment travailler, à faire, vous répartissez le travail, il y a des revues de presse qui sont faites sur des thèmes par chaque groupe. Vous faites des exposés dans certaines thématiques qui sont corrigés ensuite par l'enseignant pour que vous ayez les points clés sur le sport, je ne sais pas, l'environnement, sur vraiment plein de thèmes de culture générale, le fossé générationnel, enfin voilà. Donc en gros, vous bossez la culture générale dès le Master 1 et en fait, il y a une vraie continuité avec le Master 2 puisqu'il y a d'autres thèmes qui sont développés ensuite en Master 2. Et puis, autre spécificité du Master 1, vous avez également un entraînement à la note de synthèse. Ça, c'est une épreuve qui est vraiment présente dans quasiment tous les concours de la fonction publique. Et donc, vous devez absolument maîtriser cette épreuve. Donc, note de synthèse au premier semestre, c'est la note de synthèse avocat qu'on vous fait travailler. Et au second semestre, en Master 1, sauf si vous voulez être avocat, et dans ce cas-là, vous continuez la note de synthèse avocat. Mais si vous désirez plutôt passer les concours de la fonction publique, au second semestre, on vous fait travailler la note de synthèse type IRA. Comme ça, vous avez, parce que ce n'est pas forcément la même façon de travailler. Voilà pour les points forts et les points différenciants du Master 1. Tous ces éléments d'exploitation des savoirs, pour le coup, sont vraiment caractéristiques du Master de la Cato. Il n'existe, je pense, pas ailleurs. S'agissant du Master 2, est-ce qu'on peut passer au Master 2? Merci beaucoup. Alors, le Master 2 est conçu, vous avez déjà un gros module d'actualisation et d'approfondissement sur les principales matières du droit public qui sont finalement le cœur des concours de la fonction publique, donc ou même le CRFPA. Vous avez une remise à niveau et une actualisation en droit administratif, en droit constitutionnel, en liberté fonda, en procédure administrative, en droit de l'Union européenne. Enfin voilà, vous avez une remise à niveau et une actualisation dans ces matières fondamentales. Puis ensuite, en fonction du concours que vous allez passer, eh bien, vous allez choisir les options qui vous paraissent le plus pertinent. Si vous passez le CRFPA, concours entre guillemets, hein, c'est un examen professionnel d'avocat, évidemment, vous choisirez en option le droit des obligations, puisque c'est une matière obligatoire, même quand on veut être avocat publiciste, il y a une épreuve écrite de droit des obligations. Et là, pour le coup, c'est vraiment une spécificité unique. Cette possibilité que je vous offre de choisir le droit des obligations en option n'existe dans aucun autre master, ça j'en suis certaine, de droit public en France. Si vous voulez passer les concours dans le domaine de la police ou de la gendarmerie, vous pouvez choisir en option, là encore, c'est, je pense, assez rare, vous pouvez prendre excusez-moi, petite intervention. Bon, peu importe. OK, donc, excusez-moi.
j'en perds mes mots. Donc, vous pouvez passer, c'est ce que je disais, prendre le pénal et la procédure pénale. Si vous passez des concours type IRA plus généraliste, vous prendrez des options telles que organisation territoriale de l'action publique, ou vous prendrez évidemment également les ressources humaines des collectivités. Ça, c'est des concours qui peuvent, enfin des matières qui collent avec les différents programmes des concours. Donc, en fonction de votre concours, vous choisissez vos options. Ensuite, le deuxième point deuxième point, c'est un module de pratique professionnelle. Ce module de pratique professionnelle, en fait, c'est des petits cours d'une dizaine d'heures qui sont dispensés par des professionnels du droit, c'est-à-dire pas des universitaires. Les universitaires, ils vont intervenir plutôt dans le premier module. Là, c'est vraiment des professionnels du droit qui vont vous donner une vision pratique des choses, et ils interviennent sur des thématiques extrêmement concrètes. Management public, déontologie des managers des organisations publiques, gestion de projets contractuels, gestion de projets européens, par exemple, gestion des risques et crises. Voilà, l'idée, c'est vraiment de vous donner des éléments qui vous permettront d'être rapidement opérationnel si vous intégrez la fonction publique, soit par concours, soit par voie contractuelle. L'idée, c'est de faire de vous des étudiants qui soient très rapidement opérationnels, puisque le reproche qu'on peut faire à l'université, c'est souvent d'avoir des formations qui sont trop théoriques, un peu déconnectées des réalités de terrain. Ben là, c'est pas du tout le cas, puisque c'est le terrain qui vient à vous, et vous avez, donc je vous dis, il y a une ancienne une préfète honoraire qui vous enseigne, vous avez des anciens directeurs d'IRA qui vous enseignent, vous avez des attachés territoriales, vous avez des attachés d'administration de l'État qui interviennent, enfin voilà. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est évidemment de discuter avec vos intervenants pour vous constituer aussi votre propre réseau. Et c'est aussi intéressant, évidemment, outre ça, c'est intéressant d'échanger sur leur parcours pour voir ce qu'ils ont fait, comment ils sont arrivés. Donc, c'est toujours intéressant. Les échanges d'expérience sont toujours intéressants. Et ensuite, ce qui est vraiment le point fort, j'allais dire, du Master 2, qui en fait un 2 en 1, c'est que vous avez un énorme module de méthodologie des concours qui en fait une prépa intégrée. Et donc, vous êtes préparé aux épreuves écrites des différents concours, que ce soit l'épreuve écrite de droit administratif. Ensuite, vous êtes préparé à l'épreuve écrite de culture générale ou de droit des obligations, selon que vous passez avocat ou vous passez concours de fonction publique. Vous êtes préparé également à la note de synthèse, en fonction du concours que vous passez, note de synthèse avocat, note de synthèse administrative, note de synthèse police, parce qu'elle est spécifique. Enfin, voilà. Et vous êtes préparé également aux épreuves orales, que ce soit les oraux de culture générale ou les oraux d'entretien et de mise en situation professionnelle qui sont de plus en plus fréquents. À côté de ça, vous avez, et ça pour le coup, vous avez le stage, minimum 2 mois. Vous avez également ce qui est des ateliers qui sont, alors qui font pas l'objet d'évaluation, mais vous avez un atelier de prise de parole en public pour vous donner confiance. Vous avez un atelier métier et carrière qui est animé par un fonctionnaire qui vous présente votre projet, il essaye de vous le faire, de voir quelles sont les options qui s'offrent à vous, de revoir avec vous votre façon de présenter votre parcours pour que ça soit plus pertinent. Enfin voilà, vous êtes un peu coaché sur votre façon de présenter les choses. Si vous voulez passer avocat, vous avez un atelier de pratique de déontologie de la profession d'avocat. Vous avez également une immersion une après-midi en gestion de cabinet pour voir comment gérer un cabinet d'avocat, parce que c'est une petite entreprise quand même quand on se lance dans cette aventure. Voilà, et puis vous avez évidemment encore d'autres dispositifs. Mais je veux arrêter de parler parce que j'aimerais qu'on ait un temps d'échange. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez compris que le mot d'ordre, en tout cas du master que je dirige, c'est vraiment la professionnalisation. Mon objectif, c'est de favoriser, vous faites le choix de vous spécialiser en droit public, c'est vous aider finalement à trouver un emploi dans ce secteur qui vous réjouisse, entre guillemets. C'est de vous aider
à vous intégrer professionnellement. Donc voilà, sachant que, dernière remarque, ça n'apparaît pas sur la plaquette. Depuis l'année dernière, on a également, le centre de recherche de la faculté de droit a également intégré l'école doctorale de Valenciennes. Et donc, on a dorénavant la possibilité, enfin moi je suis HDR, donc j'ai cette possibilité d'encadrer des thèses. Et donc, je vais intégrer à partir de l'année prochaine une possibilité d'alternative, c'est-à-dire que à la place du module de méthodologie des concours, eh bien ceux qui envisageraient pourquoi pas de poursuivre une carrière universitaire, ou en tout cas qui envisageraient de faire une thèse, pourraient choisir un module finalement de recherche intégrée où, au lieu de vous entraîner aux différentes épreuves de concours, eh bien, vous vous entraîneriez évidemment à la recherche, à l'organisation de colloques, à la mise en place de veille, à l'accompagnement d'un enseignant-chercheur dans son travail. Enfin voilà, c'est quelque chose qui va être mis en place, mais qui n'apparaît pas encore sur la maquette. Et je pense que peut-être certains d'entre vous, alors vous êtes généralement, vous n'êtes pas les plus nombreux, mais seraient intéressés également par ce débouché. Être professeur en droit public, et donc c'est important que ce débouché soit également possible. Voilà, je vous remercie. Alors, est-ce qu'on a des questions? Je pense qu'il doit y avoir des questions, notamment sur le master, mais j'espère surtout à nos intervenantes sur leur parcours. C'est toujours dur à allumer vos caméras ou à poser vos questions dans le fil de discussion. Comment se passe la sélection du M1 au M2? OK. Et est-ce que le CRFPA est recommandé pour travailler dans le secteur privé? Donc ça, je laisserai sur cette question, je laisserai Clémence. Alors, en tout cas, comment se passe la sélection du M1 au M2? La sélection, maintenant, elle a lieu en Master 1. Donc, c'est en Master 1 que je sélectionne. Donc, si vous êtes sélectionné en Master 1, ça veut dire que normalement, vous êtes là pour les 2 années. Sauf vraiment comportement déplorable en M1, où là, je pourrais ne pas vous reprendre, ou résultat catastrophique, où là, je pourrais éventuellement ne pas vous reprendre en M2. Mais si tout se passe bien, si vous êtes sérieux, il y a un caractère automatique. Vous rentrez en M1, vous poursuivez en M2. Sachez que à titre exceptionnel, chaque année, ça a été encore le cas cette année, il y a quelques étudiants, s'il me reste quelques places, qui peuvent intégrer le M2 directement. C'est rare, mais ça va être de plus en plus rare, mais ça arrive encore. Dans ce cas-là, je sélectionne sur les mêmes critères qu'en Master 1. C'est-à-dire que je vais regarder évidemment votre dossier, les notes que vous avez eues, votre parcours. Est-ce que vous avez eu des mentions? Est-ce que vous avez redoublé certaines années? Est-ce que vous avez eu une progression dans les résultats? Est-ce que vous avez des lettres de recommandation? Est-ce que vous avez fait des stages qui sont intéressants, pertinents avec votre projet? Et puis surtout aussi, quelle est votre motivation? Pourquoi vous voulez intégrer mon master et pas un autre? Qu'est-ce qui vous apportera? Quel est votre projet pro? En quoi mon master pourrait vous permettre de le réaliser? Voilà les critères que je prends en compte pour la sélection, que ce soit en M1 ou en M2. Pour la question sur le CRFPA, je vais laisser la parole à Clémence, puisque c'est vrai que c'est original de passer le CRFPA et finalement de ne pas prêter serment, mais ce n'est pas si rare que ça. C'est ça. En fait, je suis pas un cas isolé. Vous avez, ce qui est plus fréquent, entre guillemets, c'est vous avez le CRFPA, vous passez le CAPA, pas de difficulté, vous prêtez serment et généralement, au bout de 5 ans, vous quittez la profession. Ça se voit malheureusement assez de plus en plus souvent. Mais par contre, vous en avez d'autres aussi. Au sein de ma promo à l'ICSAD, on a été plusieurs à ne pas, une fois le CAPA obtenu, on a été plusieurs à ne pas prêter serment directement. D'autres, voilà, il y en a qui ont continué là où ils avaient fait leur stage de projet pédagogique individuel, donc leur stage de 6 mois hors cabinet d'avocat.
parce que, par exemple, vous en aviez qui faisaient du droit social et qui avaient fait leur stage PPI dans des directions ressources humaines et là, ils les ont embauchés tout de suite. Enfin, voilà, en fait, vous avez plusieurs possibilités. Après, moi, c'est vrai que pour répondre à la question, alors je ne sais pas si le CAPA aide à arriver dans le secteur privé. Là, je ne pourrais pas vous dire. Par contre, clairement, moi, je suis là actuellement dans un ordre professionnel, certes pas chez les avocats, mais chez les architectes. Et c'est vrai que toute la partie déontologie, contentieux disciplinaire ou autre, il y a quand même pas mal de liens entre le contentieux disciplinaire avocat et le contentieux disciplinaire architecte. Donc là, oui, là, ça m'aide forcément. Après, ce qui est bien aussi avec le CAPA, c'est que, encore une fois, vous l'avez à vie. Moi, depuis 2020, j'ai eu 2 possibilités de retourner dans la profession d'avocat que j'ai refusée. Mais voilà, si par exemple demain, ce que je fais ne me plaît plus, j'ai toujours la possibilité de m'inscrire à tel ou tel barreau et en 1 ou 2 mois, je peux m'installer. Je prête serment et je peux m'installer. Donc ça, c'est toujours, c'est quand même une possibilité qui est, à mon sens, non négligeable et surtout très appréciable parce qu'on a toujours une solution si ce qu'on fait dans le secteur privé ne nous intéresse plus et que voilà, on ne trouve pas forcément de poste qui pourrait plus nous intéresser. Merci Clémence. Alors pour compléter, il y a même parfois le secteur privé qui vient débaucher les avocats aussi. J'ai le cas avec une ancienne du master, Lucie Dolé, qui était dans un cabinet d'avocats droit public et qui s'est fait chasser par Vinci. Elle avait réalisé son stage long là-bas et en fait ils sont venus la chercher et certainement dans des conditions qui fait qu'elle a préféré partir pour le moment chez Vinci. Donc en tout cas c'est assez fréquent. Autour de moi j'ai pas mal aussi de personnes qui ont été avocats, que ça leur a plu et à un moment donné ils ont basculé en entreprise et l'inverse aussi puisqu'il y a des passerelles. Moi, j'ai aussi une connaissance qui était juriste justement chez Bouygues et qui, quand on est juriste, au bout d'un certain temps, il y a des passerelles aussi pour passer avocat de l'autre côté avec la déontologie. Donc, il y a des passerelles, il y a une fascination peut-être des deux côtés et il y a des passerelles possibles. En tout cas, pour un employeur privé, le fait d'avoir devant lui un candidat qui est titulaire du CRFPA, c'est souvent un gage de qualité et de compétence, puisque ça fait un plus, je pense, sur le CV. Oui, je pense que voilà, ça a été surtout arrivé dans un ordre professionnel, ça a été en ayant le CAPA, ça a été à mon sens, ça joue en ma faveur. Après, comme ce que disait Madame Panoussis, au bout de 8 ans, vous pouvez passer l'équivalence. Donc, vous pouvez passer l'équivalence au sein vous pouvez solliciter tel ou tel barreau et ensuite passer votre équivalence. Donc ça, c'est possible également. Et voilà, vous avez de plus en plus d'avocats qui décident de quitter la profession et d'aller dans le secteur privé. Donc ceux qui font de l'urbanisme, de la construction, généralement, c'est vrai que Marignan, Vinci ou Eiffage sont quand même assez intéressés. Tout à fait. Très bien. Bon, alors, on vous remercie pour vos réponses très, très détaillées. Qu'est-ce que je conseille pour faire une thèse en droit public? D'être motivé, parce que c'est long, évidemment. Alors, pour faire une thèse en droit public, je pense qu'il faut vraiment faire une thèse on peut faire généralement, on fait une thèse pour être enseignant. Faut être honnête. On peut faire aussi des thèses professionnelles. Il y a des conventions CIFRE, il y a notamment la région qui finance un certain nombre de thèses. On peut aussi, lorsqu'on est docteur, on peut entrer à l'école d'avocat aussi sans avoir à passer. C'est encore une passerelle. Donc, c'est aussi possible. Bon, c'est quand même une voie un peu détournée. Je pense qu'il faut mieux passer, le CRFPA. Mais bon, en tout cas, c'est une possibilité. Ce que je conseille, c'est vraiment que vous échangiez
avec des enseignants-chercheurs pour qu'ils vous parlent de leur métier et qui vous parlent surtout de la thèse. Parce que la thèse aujourd'hui, en tout cas moi je parle pour ce que je connais, à la fac de droit, puisque maintenant nous encadrons la thèse, on ne décide d'accompagner un étudiant en thèse que s'il est financé. C'est-à-dire que c'est tellement compliqué de faire une thèse qu'il faut la faire dans les bonnes conditions. Et donc, en gros, en tout cas, nous, actuellement, on n'inscrit à l'école doctorale que des étudiants qui ont obtenu un financement. Soit, alors, il y a des financements, je vous dis, par la région. On vous accompagne, évidemment, hein, votre directeur peut vous accompagner à aller décrocher, votre futur directeur, un financement. Soit, il y a des financements solidaires. Je ne sais pas si vous connaissez, les étudiants de la Cano connaissent certainement le bus du droit, qui est financé par des mécènes. Bien, les mécènes financent aussi plusieurs thèses sur le domaine justement des actions solidaires. Donc, on a par exemple une thèse qui est actuellement en cours sur le principe de fraternité. Et donc là, c'est sur 3 ans, et c'est financé complètement par justement un des mécènes de la Cato. Donc ça, c'est possible, qui finance le bus aussi. Et puis après, nous, la fac, enfin l'Institut catholique, on finance des bourses doctorales. Maintenant, il y en a, alors c'est pour tous les masters. Cette année, il y en a eu 3, tous masters confondus. Et là, vous avez un poste d'assistant doctorant. Et donc, vous êtes rémunéré pour faire votre thèse pendant 3 ans, possibilité d'une 4e année. Et vous avez, entre guillemets, à charge, vous devez faire quelques TD. Vous faites votre thèse et vous faites quelques TD dans les équipes de droit public, si vous faites du droit public, donc Constit, Liberté ou Stratif. Alors, cette année, on a une étudiante de la promo de PJA qui s'appelle Caroline Delabre, qui a justement décroché un financement par le bus. Donc, elle va faire une thèse sur notamment les usages du numérique par l'administration et les fractures sociales que ça peut créer. Donc, elle est entrée, elle va faire sa thèse là-dessus. Donc, comme elle est dans le projet solidaire, cette année, elle ne fait pas de TD, elle en fera l'année prochaine, mais elle tient des permanences du bus avec les avocats. Donc, il y a des possibilités de faire des thèses. Si vous êtes intéressé, je vous invite à vous rapprocher peut-être de moi, puisque je suis aussi maintenant co-directrice du centre de recherche et c'est moi qui suis en charge de la politique doctorale. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail, quitte à ce qu'on vienne d'un rendez-vous où je pourrais vous expliquer les choses plus en détail. Voilà, alors, merci pour cette présentation. Alors, je suis en Erasmus, où je fais du droit international. J'ai peur que ça pose problème pour accéder à un master droit public. Pas forcément, ça ne va pas poser problème. Si vous avez, surtout si vous… Alors, il ne faut pas vous stresser, c'est-à-dire que vous êtes en Erasmus là, mais vous avez quand même déjà suivi du droit public, vous avez peut-être même eu des bonnes notes en droit public. On ne va pas vous sanctionner de faire une mobilité, c'est au contraire quelque chose d'enrichissant. Donc, à vous de le valoriser dans votre dossier, c'est-à-dire de dire dans ce que vous avez appris, ce que ça vous a permis, l'ouverture que ça vous a donné sur peut-être d'autres choses. Donc, au contraire, il faut valoriser et ne pas stresser. Vous n'allez pas être pénalisé pour ça, hein, il faut au contraire. Clémence, vous voulez dire quelque chose ? Après, si je peux me permettre, dans le droit humanitaire, vous avez toute une partie de droit humanitaire public, avec le droit d'asile notamment, où de toute façon, moi qui ai fait mon stage final avocat en droit des étrangers, droit d'asile, et en fait vous avez toute une partie droit d'asile, certes droit international humanitaire, mais qui se rapproche, où vous pouvez trouver des liens avec le droit des étrangers vraiment administratif, c'est-à-dire au QTF, classique. Donc là aussi, c'est possible vous pouvez avoir des liens droit international, s'il est public, et droit public classique avec le droit des étrangers notamment. Tout à fait. Et d'ailleurs, une précision, en parlant de la CNDA, très clairement, il y a des postes. Ça, Justine, elle peut en attester. Il y a un ancien qui avait fait ce choix-là. Il y a des postes de sortie d'école
à la CNDA, en tant que rapporteur à la CNDA. Donc, ça peut être un très beau poste. Enfin, voilà, après, on ne reste pas toute sa vie rapporteur à la CNDA, mais c'est une première expérience, c'est une expérience en juridiction. Et voilà, c'est un des débouchés possibles, voilà, un des postes possibles offerts à la sortie de l'IRA. Alors, j'ai encore une question. Alors, parce que l'effectif est restreint, comment faire pour se démarquer? Ben, ça va être vraiment votre projet qui va être, enfin voilà, c'est votre dossier, votre lettre de motivation qui va être importante, vos stages. Et alors, j'essaye, dans la mesure du possible, j'essaye souvent de faire un entretien. Alors, c'est un entretien téléphonique avec les candidats, parce que parfois, il y a un décalage entre ce qui est écrit et puis finalement l'échange. Donc, je pense que je le ferai. Alors, je ne le ferai pas, comme on va être, vous savez, maintenant sur l'équivalent de Parcoursup, ça va être MasterSup. Il va y avoir une plateforme où il va falloir candidater. Donc, évidemment, je ne pourrai pas faire un entretien avec tout le monde. Je ferai une première sélection sur dossier et ensuite, je ferai des entretiens avec les profils que j'estimerai les plus intéressants. Donc, ça pourra être aussi une façon de vous démarquer lors de ce voilà. Après, n'hésitez pas, hein, si vous êtes vraiment intéressé par le master, à me signaler. Je sais qu'il y a déjà certains étudiants qui m'envoient des messages en disant je vais candidater de manière voilà, c'est une façon aussi de montrer que vous ne pas être perdu dans la masse. C'est aussi une façon de montrer votre intérêt. Je ne dis pas que vous serez pris parce que vous m'avez envoyé un mail, mais moi je vais dire celui-là est vraiment motivé, il m'a en plus envoyé un message pour me le prouver, etc. Donc ça peut aussi voilà, faire que vous démarquez un petit peu. J'en sais rien. Alors, il y a des concours. Alors, des questions pour vous, mesdames. Est-ce qu'il y a un gros fossé entre la licence et le master en termes de travail? Alors, Justine, peut-être, parce que c'est vous qui êtes finalement sortie la plus récemment. Donc, concernant le travail, donc déjà, le master est beaucoup plus pratique. Donc, c'est beaucoup d'exercices en groupe et on va vraiment appliquer le droit. Donc, comme par exemple l'exercice sur le Main Square, typiquement, j'avais fait, c'était mon groupe qui avait réalisé le travail sur le Main Square. Donc, c'était vraiment, par exemple, on était allé à Arras, on avait discuté avec les collectivités là-bas. Donc, c'est vraiment très, très pratique. Et niveau charge de travail, donc oui, il y a une vraie charge de travail, elle est conséquente, mais ce n'est pas insurmontable et partant de là, avec un peu de sérieux, c'est très faisable. Merci, merci beaucoup. Alors, encore une question. Le concours de l'IRA, comment vous avez préparé le concours en parallèle de votre master? Oui, donc en parallèle du master, donc déjà l'écrit, il y a 2 épreuves, donc il y a une note de synthèse et un QCM. Donc la note de synthèse, j'avais pris cette option typiquement et qui nous permettait de bien préparer l'examen et donc avec un peu de travail à côté, là-dessus ça a été et après le QCM, c'est très général. Il y a du droit constitutionnel, des finances publiques, donc il y a beaucoup de cours que j'avais déjà eus et il suffisait de compléter avec certaines thématiques donc qui sont annoncées à l'avance. Et aussi le conseil que je peux donner, c'est de ne pas hésiter à le passer une première fois. C'est ce que j'ai fait en tout début de master 1. Je savais que je n'étais pas totalement prête, mais au moins ça m'a permis de faire une première expérience du concours, de voir comment ça se passait, de voir le lieu d'examen et de voir un peu les épreuves. Et vu que je suis allée jusque l'oral, de voir aussi les questions qui étaient posées et le niveau qui était attendu. Donc voilà, pas hésiter à les passer dès le master 1, dès le début du master 2, pardon. Très bien. Alors, comment faire son choix parmi tous les concours possibles? Bon, ça, c'est un peu… c'est à vous de voir. C'est certainement en échangeant aussi avec des personnes issues de ces concours. Je pense que c'est comme ça qu'en faisant des stages. Et puis, alors, si vous faites le master à la Cato, je vous dis, c'est échanger avec les intervenants qui vous feront part de leur parcours, qui parfois vous parleront de concours auxquels vous n'aviez même pas pensé. Donc, je pense que c'est par les échanges
que vous aurez avec les professionnels que vous pourrez finalement affiner vos choix. Il y a aussi parfois des choix qui changent. C'est toujours assez rigolo, je ne sais pas si c'est rigolo, je ne sais pas si c'est le terme, mais de regarder au départ ce que les étudiants à l'entrée du Master 1 ou même parfois du Master 2 m'annoncent comme concours qu'ils souhaitent passer, et finalement, il y a parfois un décalage et un changement. Quelqu'un qui n'avait pas du tout envisagé, je sais pas, qui avait envisagé police, je me souviens, et qui finalement a passé inspecteur des finances publiques, ou alors qui a passé l'IRA et qui est très content parce qu'il fait l'IRA dans le domaine de la sécurité. Donc, il a trouvé une forme aussi, une forme de, voilà, de la thématique qui est représentée là-dedans. Donc, voilà, je pense que vos choix, ils vont s'affiner aussi au cours des 2 années de master. Il faut rentrer avec une idée, ça peut être plusieurs idées, et je pense que c'est les rencontres et les stages et les échanges qui vous guideront vers 1 ou 2 concours. Et je pense aussi, alors ça c'est la mentalité Sciences Po, ça. Il faut jamais viser un seul concours, hein. Les gars de Sciences Po, comme c'est souvent les mêmes matières qui reviennent, ils en passent plein. Et il y a ensuite après tellement de passerelles que pourquoi pas. Alors en plus, si vous les avez tous, vous pourrez choisir, mais rien ne vous empêche de passer officier de police, commissaire de police, officier de gendarmerie, directeur de police municipale, de passer inspecteur des douanes. D'ailleurs, il y en a pas mal qui les passent tous, hein. À partir du moment où vous voyez qu'il y a des choses communes, voilà quoi, vous passez les IRA, vous passez attaché, vous passez directeur d'hôpital. Souvent, voilà. Là par exemple l'année dernière, j'ai une étudiante qui a passé directeur d'hôpital, le N3S, directeur d'établissement sanitaire, c'est dans le même secteur. Il ne faut pas, pour multiplier vos chances, il ne faut pas forcément vous braquer sur un seul concours. Je pense que vous pouvez en passer plusieurs. Alors, concours, alors des conseils pour être commissaire de police. Alors, on va demander quand même à Désirée, parce que c'est peut-être… Oui, tout à fait. Mais je pense que dans ces métiers-là, ce sont des métiers de passion, quoi. Il faut être passionné par ça et aussi avoir bien conscience, parce qu'effectivement, en police, il existe 3 concours, donc 3 niveaux de concours différents, contrairement à la gendarmerie où il n'y en a que 2. Donc, avoir bien conscience, effectivement, de ce que chacun des métiers, donc à leur niveau, donc niveau bac, gardien de la paix, bac plus 3, officier de police judiciaire, et bac plus 5, commissaire de police, vraiment avoir conscience de ce que ça veut dire, quoi, parce que ce ne sont pas les mêmes métiers, ce ne sont pas les mêmes responsabilités, et ça, c'est important. Et le cas échéant, quand vous présenterez les concours, il faudra que le jury sente que vous maîtrisez votre sujet et que vous savez pourquoi est-ce que vous êtes là, quoi. Après, effectivement, il y a d'autres moyens. Moi, je sais qu'en gendarmerie, par exemple, le jury avait apprécié que j'ai fait un petit peu de réserve opérationnelle au préalable dans la gendarmerie. Donc ça peut être aussi un point positif pour vous. Il existe aussi une réserve opérationnelle en police. Donc pourquoi pas, voilà, sur Internet, vous trouverez des démarches pour devenir réserviste opérationnel. Et ça peut être un plus. Après des stages, on a tendance à penser que c'est compliqué d'avoir des stages en police ou en gendarmerie. Mais parfois, si vous y allez au culot, ça peut marcher. Donc, essayez. Après, c'est vrai qu'en ayant des connaissances, c'est souvent plus simple. Mais il ne faut pas se fermer cette porte-là. Et les stages seront d'autant plus intéressants pour vous que là, vous allez faire face au terrain et ça va vous conforter ou non dans l'idée de rejoindre l'institution, quoi. Après, d'un point de vue concours pur, si vous avez la chance de rejoindre le Master 1 et le Master 2 PJA, vous allez le voir, en fait, c'est la méthode qui prime. La méthode, c'est hyper important. C'est vraiment l'aspect majeur pour la préparation des concours. Et au sein de ce master-là, vous serez très bien formé par rapport à ça. Donc, la méthode et la culture générale. C'est vrai qu'il y a plein d'autres matières, mais la culture générale, ça reste, surtout pour commissaire de police, parce que c'est pas rien, ça reste une matière très importante qui peut au début pouvoir faire peur, hein, c'est vrai. Mais en réalité, si vous maîtrisez un petit peu et si vous avez quelques idées dans plusieurs sujets différents, ça vous aidera, quoi. Et après, d'un point de vue prépa pur, si à l'issue du Master 2, vous souhaitez vraiment être préparé
encore plus, quoi. Vous pouvez rejoindre, il y a la prépa Sciences Po Paris, qui prépare bien les commissaires de police. D'ailleurs, il y a plus de commissaires de police que d'officiers de gendarmerie qui passent par Sciences Po Paris. Et puis voilà, mais encore une fois, c'est un métier de passion, quoi. Donc après, que choisir entre les trois, c'est complètement différent. Vous passez de gardien de la paix à commissaire de police, vous ne faites pas du tout le même métier, quoi. Donc voilà. Merci, Désiré. Alors effectivement, il arrive, alors c'est arrivé cette année, on a une étudiante de l'année dernière qui a eu le concours d'officier de police dès l'année du Master 2, donc c'est arrivé l'an dernier, mais c'est des concours où il y a tellement de candidats et finalement peu de place, même si là, il va y avoir de bonnes années, là, il va y avoir quand même quelques bonnes années. Souvent, le master ne suffit pas. Et à l'issue du master, les étudiants font justement, enfin, ils essayent d'entrer, mais en tout cas, ceux du master, à chaque fois, ont réussi à entrer. Donc, je suis très contente. Cette prépa très sélective de Sciences Po Paris qui a des résultats énormes. Donc, mais pour y rentrer, il faut avoir un bon dossier. Et le fait d'avoir été un candidat, et ça a été le cas de plusieurs des anciens, qui ont fait PJA, qui ont pu mettre dans leurs lettres qu'ils avaient déjà fait la note de police, la note de synthèse police, sécurité, qu'ils avaient déjà fait des grands oraux, qu'ils avaient déjà fait un certain nombre de choses, fait forcément qu'on va peut-être plus facilement les prendre, parce qu'entre guillemets, ils sont déjà à moitié formés, quoi. Ils ont déjà la méthode, etc. Donc, en tout cas, ça vous met dans on va dire, dans de bonnes dispositions pour pouvoir intégrer cette préparation qui est extrêmement sélective derrière. Alors, on me pose une question, c'est à peu près la même question, les deux, à propos de la spécialisation. Est-ce que si je veux être juriste spécialisé en contrat de la commande publique, est-ce que je dois faire votre master? Alors, pas vraiment. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment une spécialisation, il faut mieux faire dans ce cas-là un master spécialisé. Il y a des masters spécialisés en contrat de la commande publique, en urbanisme, etc. Là, vous allez chercher une spécialisation. Moi, le master, on est conventionné, vous le savez, avec l'Université de Toulouse-Capitole. Le master, c'est un master de droit public général. Donc, l'objectif, c'est de faire de vous des juristes de droit public polyvalent, c'est-à-dire capable de faire aussi bien de la commande publique que des finances, que voilà, vous touchez à tout, et donc ça vous permet éventuellement de postuler à divers postes. Mais si vous voulez vous spécialiser vraiment dans un secteur, là pour le coup, c'est pas forcément le master qu'il vous faut, pour être totalement honnête et transparente. Si vous voulez chercher une spécialisation, il faut faire un master qui va vous spécialiser. Tout dépend quel est votre projet. Quel est votre projet? Vous voyez bien que si vous avez un projet de concours, la spécialisation, elle ne sert pas à grand-chose. Il faut avoir des compétences dans plein de secteurs. Même après, pour avoir des postes, vous ferez différents postes. Voilà. Si vous passez l'examen du CRFPA, c'est pareil. Bon. Puis après, alors vous allez me dire, vous voulez être dans une entreprise, une grande entreprise. Oui, vous pouvez vous spécialiser dans un secteur, mais vous voyez très bien que les étudiants, plusieurs anciens étudiants du master n'ont pas fait, c'est votre cas Clément, vous n'avez pas fait une spécialité en fonction publique ou en master, ou en commande publique, etc. Et ça n'a pas été un problème pour votre embauche. Non. D'ailleurs, je pensais justement à un de mes anciens collègues qui, lui, avait vraiment un cursus patrimoine, droit du patrimoine et autres. Et en fait, finalement, là, il a été engagé comme juriste senior en spécialisé en commande publique dans l'établissement public qui gère la reconstruction de Notre-Dame. Donc, en fait, vous n'avez pas à mon sens, à moins que vous sachiez directement, voilà, que vous voulez faire, par exemple, de l'urbanisme, de la construction,
chez un promote ou alors que vous voulez faire de la commande publique dans une collectivité ou autre, là, n'hésitez pas à aller dans un master un master spécialisé dans soit en urbanisme, soit en commande publique. Mais après, quand vous aimez bien un peu divers domaines du droit public, voilà, n'hésitez pas à faire quelque chose de plus général, comme ça, vous ne vous fermez pas de porte. Voilà, c'est exact. Je n'aurais pas mieux résumé la situation. Mais en tout cas, c'est une question, je pense, d'appétence aussi. C'est-à-dire que si vous avez vraiment envie de vous spécialiser, dans ce cas-là, je pense effectivement que le master que je dirige n'est peut-être pas celui, c'est peut-être pas celui qu'il vous faut, mais c'est pas grave. Vous pourrez évidemment vous épanouir aussi ailleurs dans un master qui serait complètement dans votre domaine de spécialisation. Voilà, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je vois que le fil de conversation se tarit un peu. Non, apparemment. Mais on dit merci pour les conseils. Écoutez, de rien. Moi, je voulais d'abord évidemment remercier mes anciennes étudiantes devenues de grandes professionnelles, chacune dans leur secteur. Merci beaucoup d'avoir répondu présente et d'être venue éclairer cette conférence de vos témoignages, parce que je pense que c'est toujours important pour les étudiants de pouvoir se projeter et de voir à travers les expériences d'anciens quel pourrait être finalement leur propre parcours. Donc, merci à vous, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous revoir et j'espère qu'on se reverra encore à d'autres occasions. Merci aussi, Lucie, d'être restée jusqu'au bout, jusqu'à 20h. Merci d'avoir assuré la technique. Et puis, merci à tous pour votre présence et vos questions et l'intérêt que vous avez porté au master. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci à tous. J'espère à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Courage à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.